Comment ça? Vous n'avez jamais entendu parler des 100 jours? Le vol de l'Aigle, c'est quelques semaines que Stendhal a qualifié d'entreprise la plus romanesque et la plus belle des temps modernes. Bon, reprenons. Napoléon, tout de même, on ne le présente plus. Au printemps 1815, l'empereur est exilé sur l'île d'Elbe, entre la Corse et l'Italie. Il n'est plus empereur d'ailleurs. Après avoir porté les guerres révolutionnaires jusqu'au Moyen-Orient, puis s'être taillé un empire aux dimensions de l'Europe, il bute en 1812 sur la Russie. L'Europe coalisée contre la France remporte victoire sur victoire jusqu'aux portes de Paris, et en avril 1814, après 10 ans de règne, le voilà contraint à l'abdication. La monarchie est restaurée et Louis XVIII, le frère du défunt Louis XVI, remonte sur le trône. Pas pour longtemps. Le 1er mars 1815, Napoléon débarque à Golfe-Juan. En l'espace de 20 jours, sans qu'un coup de feu ait été tiré, il a repris Paris. Ce nouveau règne ne durera pas. Il s'achève après une centaine de jours sur de nouvelles défaites, plus fracassantes. Sur un nouvel exil, plus lointain. Et sur une seconde restauration, plus durable que la première. Reste le mythe, un pays reconquis sans recourir aux armes, à la seule force d'une silhouette reconnue au premier coup d'œil et qui force l'admiration. Au printemps 1815, ce sont un bicorne et une redingote qui défont un roi. La redingote de Napoléon est un objet qui a une histoire en soi, c'est-à-dire à l'origine, c'est un vêtement donc civil inventé par les Britanniques au milieu du XVIIIe siècle, récupéré par les militaires français puisqu'ils portent ce type de choses. Ça permet tout simplement d'être couvert à cheval en fait. Riding coat, donc la traduction en français redingote. Et donc les militaires français à la fin de l'Ancien Régime et sous le Consulat et l'Empire ont un vêtement de ce type. Napoléon a fait le choix d'un vêtement militaire qui correspond à vraiment sa mentalité. Le souci de Napoléon de ne pas perdre de temps est aussi lié à cet esprit pratique. Et je crois que Napoléon ne s'embarrassait pas non plus tellement, personnellement, quand il travaillait de questions de mode ou vestimentaire. Dès que Napoléon veut qu'on le montre législateur, qu'on le montre dans des activités cérémoniales, il n'est pas en redingote. D'ailleurs, dans son programme de propagande par la peinture, on le voit pour les commandes, pour les peintres des salons, Napoléon n'insiste pas sur la redingote. S'il est montré avec la redingote, c'est dans des circonstances très particulières. C'est Napoléon le Clément, c'est-à-dire Napoléon qui s'occupe des blessés, qui gracie des personnages donc qui ont été des traîtres à la France, etc. Et donc on voit des pauvres femmes éplorées, demandant la grâce ou du père ou du mari. Donc ce qui permet à Napoléon en réalité vraiment de travailler sur plusieurs facettes de son personnage. Ils ont été nombreux à incarner Bonaparte au cinéma. Seulement Albert Dieudonné, le Napoléon d'Abel Gance, est un cas à part. Comme ces innombrables empereurs monomaniaques qui peuplent les asiles depuis les premières décennies du XIXe siècle, il s'est vraiment cru Napoléon, au point d'exiger d'être enterré dans son costume. L'intérêt de la redingote pour un historien, c'est de bien faire la différence entre un objet réel qui a été porté par l'empereur, qui n'existe qu'en petit nombre, qu'on ne peut retrouver que dans des musées comme les Invalides ou Fontainebleau, et sa présence massive partout, sur tous les supports, que ce soit des reproductions de bustes, des petits soldats, des objets publicitaires, des illustrations, qui montrent que cette ubiquité-là donne justice, d'une certaine façon, au coup de génie qu'a été l'invention du personnage par l'empereur lui-même. Eh bien, l'histoire de la redingote de Napoléon est donc celle d'un éternel retour. Cette silhouette qui revient, c'est soit Napoléon, soit quelqu'un qui se prend pour Napoléon. Mais dans les deux cas, c'est l'emblème de la mégalomanie.